Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé, comme vous le savez, en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé est secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Réforme de l'État et simplification. Bonjour, monsieur Placé. Bonjour. Alors, nous allons être interrogés par trois journalistes partenaires de notre émission. Corinne Laurent de La Croix. Bonjour. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazneau de RCF. Bonjour. Bonjour. Alors, bien évidemment, nous allons parler de l'actualité. Ma première question est toute naturelle. Comment sortir de ce dialogue de sourds entre un gouvernement de gauche et un syndicat de gauche, la CGT? Parce que là, on s'enferme et personne ne se comprend. Non, mais là, on est au bout du chemin, si j'ose dire. C'est que. Croyez, au bout du chemin. Non, mais à un moment, ça suffit. Enfin, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Les manifestations, c'est tout à fait légitime. Même la grève est légitime. Ce qui est totalement illégitime, c'est ce qui a pu se passer il y a 2 semaines, c'est-à-dire des gens très minoritaires qui ont voulu chercher à bloquer le pays, notamment les stations-service, les raffineries, les ports. C'est inacceptable. On ne peut pas bloquer l'activité dans notre pays. On ne peut pas bloquer les déplacements des entrepreneurs, des salariés, des Françaises et des Français. Là, ça va trop loin. Il y a une habitude aujourd'hui dans ce pays de forces très minoritaires, en réalité, qui sont pas dans les secteurs les plus exposés à la concurrence, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on a pu voir les différentes manifestations qui se sont développées de façon très catégorielle, au-delà de la question de savoir si on est pour ou contre la loi El Khomri. Moi, je suis un républicain et je suis un démocrate, donc je trouve ça tout à fait naturel que les uns et les autres s'expriment, mais pas de cette façon-là. Et là, nous sommes au bout du chemin de la façon de manifester. Et aujourd'hui, quand on voit à l'hôpital Necker, quand on voit les casseurs, je ne confonds pas les manifestants et les casseurs, mais tout de même, à un moment, quelque part, y compris d'ailleurs la CGT, d'ailleurs lorsqu'elle était un peu plus puissante qu'aujourd'hui, elle avait un service d'ordre efficace. Donc probablement qu'on peut dire, oui, ce ne sont pas aux manifestants d'assurer la sécurité des manifestations. Ils ne sont pas obligés non plus de s'organiser de façon d'ailleurs décroissante, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait foule dans ces manifestations, avec maintenant des casseurs qui viennent se rajouter. Alors d'habitude, les casseurs, on va se dire la vérité, c'était plutôt des gens qui allaient piller des boutiques, parce qu'en plus, ils étaient un peu malfrats. Non, là, maintenant, on arrive à l'hôpital Necker pour enfants. En plus, disons-le, avec l'émotion qui a été très forte par rapport à ce drame de Magnanville, que vous savez, du commandant de police et de sa compagne, et de ce petit malheureux orphelin aujourd'hui, qui était dans cet hôpital. Enfin, on arrive à un moment où il n'y a plus aucune vergogne, aucune dignité, et c'est scandaleux. Voilà. Donc à un moment, il faut que ça s'arrête. Et là, maintenant, si les manifestations doivent s'arrêter, elles n'ont plus aucune portée sur le fond. Les Françaises et les Français sont exaspérés, et il faut que la CGT assume ses responsabilités. Est-ce qu'il n'est pas aussi autant scandaleux d'instrumentaliser cette casse, bien évidemment, que tout le monde regrette et que tout le monde condamne, cette casse d'une vitre ou de quelques vitres de l'hôpital Necker, alors qu'on sait bien que les casseurs cassent n'importe quoi. Non, vous parlez, monsieur, aussi des 30 policiers qui ont été blessés dans ces manifestations. Je dis simplement que, franchement, instrumentaliser des gestes de cet ordre-là... Je ne veux pas laisser passer votre mot, instrumentaliser. Personne n'instrumentalise. Là, ça suffit. Voilà. Et ça suffit, c'est inacceptable, c'est scandaleux, et les Françaises et les Français le perçoivent ainsi. Nous sommes dans une situation où d'ailleurs le monde nous regarde, parce qu'il s'avère aussi que nous avons l'euro. J'étais hier avec évidemment le ministre de l'Intérieur. Nous avons assuré la sécurité des Françaises et des Français face au risque terroriste, qui est plus que réel, on l'a bien vu ces derniers temps. Nous avons l'Euro 2016, et c'est un vrai travail d'assurer cette organisation. Nous avons la vie quotidienne des Françaises et des Français avec des policiers et des gendarmes qui font un travail exceptionnel et extrêmement rigoureux. Et donc là, il faut quand même raison garder et retrouver la responsabilité et la maturité dans ce pays. Une question de Romain Mazneau de RCF. Sur le fond, Manuel Valls a dit que le gouvernement ne modifierait plus le texte de la loi El Khomri. Dans ces conditions, que vont bien pouvoir se dire la ministre Myriam El Khomri et le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, qui doivent se voir ce vendredi?
Déjà, c'est bien que M. Martinez retrouve le bureau de la ministre, tout simplement, parce que cela fait un Depuis an le mois de que... mars. Ils ne s'étaient pas vus depuis le mois de mars. Oui, c'est ça, ça fait un an que le fameux rapport Cambrixel qui a impulsé les différentes dispositions du texte de Myriam El Khomri sur le Code du travail, eh bien, tout cela est sur la table depuis plus d'un an. Et puis, c'est la vérité, on est dans un pays quand même où on ne manque pas de démocratie, on ne manque pas de débat. Et le fait Les que... négociations ont eu lieu après les premières manifestations quand même. Est-ce qu'il n'y a pas eu Non, une erreur là? Non, mais dans ce pays, il n'y a pas de défaut de démocratie, il n'y a pas de défaut de débat. J'ai été sénateur, tous les termes du débat qu'il y a sur le Code du travail, on en parle depuis 20 ans en réalité. D'ailleurs, les uns et les autres ne réforment pas justement par peur ou par crainte des différentes manifestations, parce qu'on est quand même un pays qui est quand même extrêmement immobile par rapport à la réforme. Nous, et je suis très fier moi d'appartenir à ce gouvernement qui assume, y compris d'ailleurs la dernière année du quinquennat, de faire des réformes pour consolider les entreprises, pour sécuriser les salariés, parce que dans ce texte, il y a également le compte personnel d'activité qui est une grande avancée sociale. Et le fait qu'on ait un débat parlementaire, mais je l'ai dit dernièrement, qui est interminable. Ça fait quoi? Ça fait 4 mois qu'on est dedans. Enfin, dans quel pays au monde on fait la loi aussi lentement? Donc il n'y a pas de défaut de démocratie, il n'y a pas de défaut de concertation. On passe notre temps à écouter la terre entière d'ailleurs. Dans ce pays d'ailleurs, on aime, c'est une force paraît-il de la République française, la palabre, la discussion, les bavardages, tout le monde discute. Que ce soit dans les dîners ou sur Twitter. Donc bon, il n'y a pas de défaut de démocratie, et on sait ce que chacun pense, et tant mieux, ça c'est une vertu. Mais franchement, là, M. Martinez, d'ailleurs, qui voit bien les limites des positions de la CGT et de l'enfermement qu'il commence à avoir autour de ce syndicat, eh bien, qu'il retrouve les vertus de la discussion, c'est très bien, mais aussi, il faut dire les choses très clairement, le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité il y a quelques semaines, eh bien le texte, il sera là. Voilà. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Vous dites qu'il n'y a pas de défaut de démocratie, mais il n'y a pas un problème d'autorité de l'État, parce qu'on a vu les débordements pendant les manifestations, pendant l'Euro, avant les matchs, à Marseille, à Paris. Il n'y a pas un problème quand même d'autorité des pouvoirs publics et de l'État? Mais ce qui est terrible, c'est que lorsqu'il y a justement des casseurs, vous avez utilisé le terme instrumentalisé, je vous ai dit ce que j'en pensais, et lorsqu'il y a des manifestations de gens ultra minoritaires qui sont essentiellement appuyés sur des revendications catégorielles, disons-le, qui font de la politique, parfois même politicienne. Moi, je note qu'aujourd'hui, comme Jean-Luc Mélenchon s'est fait l'apôtre et c'est son droit, d'une opposition de l'extrême gauche au gouvernement qui est social-démocrate, écologiste, eh bien, c'est son droit. Mais on voit bien que la CGT relaie cela un petit peu comme dans le passé. D'ailleurs, on a l'impression que c'est un petit peu ce qui se passait dans les années 70-80 avec Georges Marchais et la CGT. Donc il y a une forme de retour de la courroie de transmission politique et politicienne. Et après qu'on raconte qu'il n'y a pas d'autorité de fermeté, c'est vrai que dans ce pays, comme justement tout le monde peut manifester, tout le monde peut, y compris bloquer, et puis qu'il y a une culture de la contestation et de la protestation, c'est aussi pour ça que l'extrême gauche est forte dans notre pays, eh bien on se retrouve avec ces grèves effrénées qui, à un moment, doivent s'arrêter. Il n'y a pas de problème d'autorité de fermeté, et puis moi je le dis très clairement, si à un moment il faut interdire les manifestations parce que justement il y a des problèmes d'ordre public, eh bien il faudra le faire, y compris d'ailleurs dans la perspective des dernières semaines de l'Euro. C'est-à-dire que selon vous, s'il y a appel à manifester la prochaine fois de la CGT, il faudra interdire la manifestation? S'il y a des menaces qui correspondent à ce que nous avons pu voir il y a 2 jours de menaces à l'ordre public, il faudra assumer ses responsabilités et pour le coup, je pense que le gouvernement les assumera. Interdire. Je viens de vous dire les choses le plus nettement du monde. Une question de Corinne Laurent de La Croix. Sur le fond de la loi, travail, la majorité sénatoriale qui est de droite est en train de modifier le texte. Il va ensuite, ce texte, revenir à l'Assemblée nationale avant le 14 juillet. Quelle issue doit être trouvée selon vous? On comprend que le gouvernement ne veut pas changer sur la philosophie de l'article 2. Malgré tout, est-ce qu'il peut y avoir des points d'aspérité sur lesquels les choses peuvent évoluer et peut-être débloquer la situation? Ce débat au Sénat est très intéressant. Le Sénat est aujourd'hui majoritairement de droite, donc ça c'est l'opposition de droite, et on voit que c'est l'expression d'ailleurs à peu près
partagée des positions de M. Sarkozy, de M. Fillon, de M. Juppé. C'est-à-dire aujourd'hui une droite qui s'assume quasiment ultralibérale. D'habitude, il y avait une espèce d'équilibre entre une droite libérale et puis une droite gaulo-sociale, que représentait d'ailleurs à l'époque Philippe Séguin. Il n'y a plus du tout de ça. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui maintenant la droite ultralibérale qui rappelle d'ailleurs un petit peu une forme de réganisme, de thatchérisme, qui, y compris, avait prévalu dans les années 80, au moment où la droite se recherchait un petit peu. C'est un ultralibéral ? Il suffit de voir le programme. C'est-à-dire que on me dit qu'il a l'air sympathique et centre-droit. Moi, je n'ai pas très bien compris. Alors, peut-être qu'il est sympathique, moi, je ne le connais pas. Mais, et je ne porterai pas de jugement sur la personne. Mais en revanche, ses positions politiques, elles sont ultralibérales, en effet, oui. Quand on commence à dire que... Parce que moi, je suis en charge de la réforme de l'État, et donc je vois la réalité des choses, et notamment du travail que font les fonctionnaires et l'importance du service public. Quand on dit on va faire 250 000 à 300 000 fonctionnaires de moins, quand on dit qu'on va quasiment passer aux 39 heures, qu'on va supprimer l'ISF, qu'on va faire la TVA qui s'appelle TVA sociale, mais qui en fait augmente la TVA pour l'ensemble des citoyens, quels que soient les revenus. Ouais, je veux bien, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un programme du centre. C'est un programme de droite libérale. Et pour le coup, c'est intéressant de faire la discussion avec M. Juppé et les autres, parce qu'ils se sont à peu près tous alignés sur ces positions-là. Et on voit ce que ça veut dire aussi au niveau du Code du travail dans la version sénatoriale qui est présentée. Alors, et monsieur, moi, attendez, juste une phrase, je dis d'ailleurs très gentiment aux manifestants aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à notre gauche. Voilà, ça, c'est une alternative ultra-minoritaire. Et c'est le gouvernement ou alors la droite. Bon, ou alors la droite libérale. On y viendra. Je voudrais revenir à la question de Corinne Laurent, sur qu'est-ce qu'il est possible, sur quoi, entre le CGT et le gouvernement, on peut trouver un accord. À votre avis, où est-ce qu'on peut encore trouver des accords ? Nous n'acceptons pas cette façon de discuter, où, comme on pourrait faire une espèce de parallèle avec une bande dessinée très, très sympathique, qui s'appelle Lucky Luke, c'est qu'on arrive dans le village et puis il y a une pancarte, c'est marqué « Ici, on tire et on discute ». C'est pas possible de faire comme ça. Ça fait un an qu'on propose à CGT de discuter. On a eu la discussion avec la CFDT, avec la CFE-CGC, avec l'UNSA, avec la CFTC que j'ai rencontrée. On a trouvé des modalités de discussion. Nos amis disent « Ah mais non, nous on ne va pas discuter » et puis ils mettent le pays dans cette situation de grève avec des gens ultra minoritaires partout, y compris dans les entreprises publiques. Voilà. Et ensuite, c'est la montée de tous les intérêts catégoriels, comme on a pu le voir, SNCF, RATP, Air France, EDF, dans quel pays sommes-nous ? Et à la fin, on arrive, on dit « Ah ben non, on va discuter ». Je dis « Non, voilà. » Le texte, il est passé à la moulinette de l'ensemble des experts de ce pays. Il est passé dans la discussion syndicale avec les syndicats réformistes, y compris, on a des mécontents aussi, parce que je les ai rencontrés pour ma part, MEDEF, CGPME, UPA, enfin, on a vu tout le monde. Et à la fin, la CGT, parce qu'elle a réussi à cristalliser, peut-être que d'ailleurs, après les circonstances qui font que M. Martinez est arrivé à la tête de la CGT, il fallait peut-être un peu se refaire, comme on dit. Non, mais nous, on ne veut pas manger de ce pain-là. Si j'ose dire, on est dupe de rien. D'ailleurs, on n'est pas particulièrement naïf au niveau du gouvernement, heureusement. Et nous sommes clairs sur le cap que nous tiendrons. Et pour répondre, sur l'article 2, on ne bougera rien du tout, parce que c'est un bon article, tout simplement. C'est pas parce qu'on voudrait montrer que c'est nous qui dirigeons. Non, c'est un bon article. Moi, je crois profondément que dans le monde d'aujourd'hui, la mondialisation, la compétitivité, l'accord d'entreprise, c'est meilleur que l'accord de branche. Voilà, c'est bon pour l'entreprise et c'est bon pour les salariés. Une question de Romain Mazneau de RCF. Vous avez évoqué tout à l'heure le double assassinat terroriste de Magnanville dans les Yvelines. Vu le degré de la menace terroriste, est-ce qu'on peut vraiment lever l'état d'urgence le 26 juillet comme c'est prévu ? C'est une vraie réflexion, une vraie interrogation, qu'il me soit d'ailleurs permis de noter que dans votre question, je partage ce sentiment qu'il n'y a pas de doute sur l'utilité de l'état d'urgence. Je le dis pour celles et ceux qui, à chaque débat parlementaire, disent « ça y est, dans ce pays, tout comme pour les manifestants, tout comme pour la liberté d'expression, oui, nous sommes dans un pays maintenant dictatorial, où il y aurait le primat de la police sur la justice. » Enfin, franchement,
franchement, mais est-ce qu'on voit dans quel monde nous sommes? Est-ce qu'on voit les responsabilités qui sont les nôtres et que nous assumons? Voilà. Et donc, moi, je suis content que vous posiez cette question comme ça, ne pas même avoir un début de discussion sur la réalité de l'état d'urgence. Alors, Et la question, c'est sur quels critères peut-on lever l'état d'urgence? Moi, je pense qu'aujourd'hui, vu à quoi nous avons affaire, ce risque qui est permanent, quelque part, sans que ce soit un état d'urgence permanent, tant que les inquiétudes, tant que les réalités qui sont vues par les services de renseignement, que nous avons, nous, renforcées, à la différence de nos prédécesseurs qui avaient diminué les services de renseignement, à tel point qu'ils avaient même supprimé les renseignements généraux. Et comme nous sommes en train de renforcer les services de police et de gendarmerie, comme nous sommes en train de maintenir l'armée en veille, notamment dans l'opération Sentinelle qui est précieuse, eh bien, nous évaluerons, mais il ne faut pas exclure le fait que nous puissions prolonger l'état d'urgence. Une question d'Alain Baron. Oui, parlons un peu du nucléaire, un sujet que vous connaissez bien. C'est pas le même Pas sujet. du tout pareil. Il semblerait qu'EDF traîne les pieds là, à propos de la centrale de Fessenheim. Vous pensez que le président Hollande va tenir son engagement? Bien sûr, le président est très clair sur cet engagement. D'une part, nous avons fait voter par le Parlement la loi de transition énergétique, très claire, qui est le respect de l'engagement du président de la République sur la réduction de la part de nucléaire dans la production d'électricité de notre pays. C'est une pente qui est actuellement de 75% vers 50%. C'est le mix énergétique entre l'équilibre entre le nucléaire et l'énergie renouvelable. D'ailleurs, de la même manière, comme pour le Code du travail, on voit que la droite et la gauche, c'est pas tout à fait pareil, parce que, par exemple, M. Sarkozy et d'ailleurs l'ensemble des responsables de droite sont nucléocrates, et qui veulent d'ailleurs supprimer la loi de transition énergétique. Je le dis pour les écologistes qui nous écoutent, et je suis sûr qu'ils sont nombreux, eh bien, cette réalité, elle est simple. Après qu'on a dit ça, eh bien, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a dit les choses très clairement. D'une part, concernant Fessenheim, il y aura la perspective de mettre en œuvre la fermeture de Fessenheim dans l'année. Et par ailleurs, il y a un débat sur la prolongation de certaines centrales. Moi, je suis pour la sortie du nucléaire, mais ce n'est pas l'orientation du gouvernement. Donc, il faudra prolonger quelques centrales, fermer certains réacteurs. Et donc, c'est cet équilibre-là qui nous amènera dans la trajectoire qui est indiquée par la loi. La loi est très claire à cet égard. Et pour Fessenheim, bon, admettons que la posture d'EDF ce soit celle de la négociation sur les indemnisations, ça ne me choque pas. Ségolène Royal, donc, au titre du ministère, a indiqué que ça pourrait être une perspective de 100 millions d'euros, ce qui n'est pas une petite somme. Et EDF, qui a une gestion autonome, mais qui n'est pas indépendant. Je le dis au président. Mais elle n'est pas seule non plus, EDF. Pardon ? Elle n'est pas seule non plus dans cette négociation. Bien sûr, il y a EDF, il y a aussi la situation par rapport à la crise du nucléaire, parce que bon, le sujet du nucléaire, c'est que malheureusement, si j'ose dire, c'est un échec absolu sur le plan industriel, avant même l'aspect écologique. Et moi, je suis préoccupé par la situation aujourd'hui d'Areva, d'EDF, c'est l'écologiste qui parle. C'est que moi, je fais attention aux emplois, je fais attention à la santé de ces entreprises qui ont intérêt à se reconvertir très rapidement, qui ont intérêt à se diversifier et qui ont intérêt, notamment en termes d'énergie renouvelable, à œuvrer. Parce que j'espère quand même qu'ils voient bien la pente qu'ils prennent, ces deux entreprises. Et c'est l'argent des Français. Parce que le patron d'EDF, il est quand même le patron d'une entreprise publique, dont l'État est actionnaire majoritaire. Et donc, c'est quand même l'État qui décide. Voilà. Donc, je respecte et le président, et l'entreprise, et le conseil d'administration, et les partenaires internationaux, mais c'est les Français qui sont actionnaires. Merci Jean-Vincent Placé. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et on se retrouve dans un très court instant pour évoquer d'autres sujets, notamment ceux de votre ministère. A tout de suite. Deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Il est interrogé par 3 journalistes partenaires de notre Face aux chrétiens, Corinne Laurent de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors, Monsieur le ministre, nous allons parler de votre poste ministériel. Vous êtes chargé de la simplification et de la réforme de l'État. Qu'est-ce que vous avez réformé depuis 4 mois que vous êtes au gouvernement, ou un peu plus, même 6 mois? Qu'est-ce que vous avez réformé? Franchement, ça ne se voit pas. Oui, mais ça, c'est très, très facile de dire ça, parce que effectivement, il y a, à chaque fois, les journalistes me disent
Bon, est-ce que vous pourriez me dire 3 mesures? Ça, c'est votre grand truc, les 3 mesures. Moi, je vous le dis. Je vous ai pas dit 3 mesures. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez parce réformé? que c'est plus simple. Et si je trouve 3 mesures, on dit ah, ben il a fait quelque chose. Moi, j'ai des centaines de mesures. Tous les jours, l'État se réforme. Alors dites-nous. Nous avons mis en place depuis 4 ans ce qu'on appelle la modernisation de l'action publique, la MAP. Voilà. Et qui, pour le coup, est très en opposition avec ce que faisaient nos prédécesseurs, qui s'appelait la RGPP. Il y a beaucoup d'acronymes dans notre activité, la révision générale des politiques publiques. Voilà. Et la révision générale des politiques publiques, c'était quoi? C'était de dire il faut moins de fonctionnaires et il faut baisser les coûts et on va faire un rabot de -3, -5, -7% de façon uniforme. On a réussi de façon extraordinaire à baisser, par exemple, le nombre de policiers et de gendarmes. Franchement. Oui, mais Non, bon, j'arrive. dites-nous votre Et réforme. nous, ce que nous faisons depuis 4 ans, et je suis celui qui continue cela, pas à pas, jour après jour et de façon permanente, modernisation de l'action publique, c'est quoi? Ça veut dire regarder ce que fait l'administration secteur par secteur, ce qu'on appelle la revue des missions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On évalue les politiques publiques, on fait de l'audit et on essaye d'améliorer l'autre administration, de fortifier, de la rendre plus agile. On le fait d'ailleurs dans le cadre d'un sérieux budgétaire que nous assumons. Voilà. C'est-à-dire que nous faisons avec moins d'argent. Notre objectif, c'est, par rapport à la contrainte budgétaire, personne, j'imagine, aujourd'hui veut augmenter la dépense publique. Je pense que personne non plus veut augmenter les impôts, mais ce serait intéressant, enfin peut-être à part M. Mélenchon, mais sinon, à part lui, je pense que nous voyons la situation qui est celle d'avoir une compétitivité pour nos entreprises, d'avoir une administration plus forte et plus efficace. Donc on modernise. On modernise en regardant secteur par secteur. C'est-à-dire que nous avons des priorités. Les priorités, c'est quoi? C'est la police et la gendarmerie, plus 10 000 postes. L'éducation nationale, plus 60 000 postes. La justice, plus 2 000 postes. Eh bien, nous avons fait ces choix-là. Sur l'ensemble des autres secteurs, et y compris, je vais vous dire, l'écologie, nous regardons, ministère par ministère, comment on peut faire en sorte de rendre les choses aussi efficaces, voire mieux pour les Françaises et les Français, que ce soit d'ailleurs les entreprises ou les usagers, et avec des moyens plus réduits. Mais Ça veut dire... acceptez Jean-Vincent Placé, que on vous reproche quand même que moderniser, ce que vous venez de nous dire, c'est ajouter des postes. Ce que vous venez de nous dire, non, tout simplement, c'est dans la police et partout, c'était moderniser, c'était mettre plus de personnel. Non, justement, j'ai Est-ce essayé que de vous c'est dire... ça, la modernisation? Justement, j'essaie de vous dire que, parce qu'il y a à peu près 20 ministères, 20 administrations centrales, j'essaie de vous dire que justement, on a choisi des priorités et que sur le reste, nous assumons aussi ce sérieux budgétaire. Donc nous avons assumé ces priorités et à côté, nous assumons aussi le fait que, dans le cadre de la contrainte budgétaire qui est la nôtre, nous avons une vision, disons, fine et équilibrée de la réforme de l'État. La réforme de l'État, elle se concrétise justement donc, par un travail plus concentré de nos agents, plus ouvert, d'ailleurs dans une vision un peu managériale et entrepreneuriale. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on évalue, on audite et on arrive à avoir des processus plus efficaces vis-à-vis des usagers. Il y a évidemment aussi un sujet qui est très important, c'est la révolution numérique. Et ça, aujourd'hui, nous avons... non, mais je vous vois tiquer, mais la révolution numérique, elle s'effectue jour après jour dans nos administrations pour faire en sorte que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l'ensemble des services soient accessibles. Et moi, je vous le dis, d'ici la fin de l'année, plus de 9 formalités administratives sur 10 seront disponibles sur un portail qui va s'appeler France Connect et que je vais pouvoir inauguré le 29 juin. Donc ça, c'est une proposition très précise. L'ensemble des formalités administratives à terme, pas tout de suite pour l'ensemble des Français, parce que ça va se généraliser dans l'année, eh bien, que ce soit l'État, que ce soit les structures déconcentrées des préfectures, des directions régionales, les opérateurs, la CAF, Pôle emploi, et aussi les collectivités locales, tout le monde va être sur ce site et nous allons améliorer. Et parce que nous sommes déjà perçus comme pionniers, nous sommes très estimés dans le monde entier, parce qu'on critique toujours ce qui se passe en France, mais nous sommes perçus comme ceux qui sont parmi les 3 meilleurs dans le monde sur la question de ce qu'on appelle le e-government, je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est comme ça, ou le gouvernement numérique, si vous voulez. Eh bien, nous avons cette vision-là qui est évidemment extrêmement forte, et de la même manière, sur la réforme de l'État, la révolution numérique et la simplification. On essaie de simplifier, c'est pas facile, pas facile. Les résistances sont très fortes, y compris dans l'administration, dans les habitudes, la norme, y compris d'ailleurs les parlementaires qui rajoutent des amendements, etc., etc. Enfin, il y a une espèce de bavardage législatif et réglementaire dans notre pays qui
qui d'ailleurs démontre aussi une force d'administration. Donc tout à la fois c'est une force, tout à la fois bien sûr il y a des faiblesses, et cette faiblesse-là, nous sommes décidés à y aller pour attaquer cela. Depuis 3 ans, le choc de simplification voulu par le président de la République, et on y arrive. On a des centaines de mesures sur la fiscalité, sur le code du travail, sur les normes diverses et variées, sur notamment les aspects comptables, budgétaires, fiscaux. Eh bien, nous avançons, et je peux vous dire que entreprise par entreprise, filière par filière, eh bien, il y a des avancées sur la simplification. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Est-ce que vous allez vous attaquer à la simplification territoriale? Parce qu'en fait, malgré toutes les réformes qui ont eu lieu avant vous, on a cessé de créer des strates supplémentaires avec des postes en doublon. Non seulement ça coûte cher, mais en plus c'est souvent inefficace. Alors, j'assume, moi, évidemment, ce qui a été fait par le gouvernement depuis les débuts du quinquennat. Bon, après, j'ai été sénateur et président du groupe écologiste, donc aussi bien sur la loi NOTRe que sur la loi Nouvelle organisation des territoires de la République pour nos auditeurs et auditrices, et puis sur la loi aussi sur les métropoles. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais, voilà, y compris j'ai voté ce que j'ai voté. Et je pense qu'on aurait pu simplifier davantage. Voilà. Mais vous allez le faire, alors, maintenant? Dans les 6 prochains mois, non. Voilà. Corinne Laurent, Lacroix. Oui, vous, jusqu'en septembre dernier, vous apparteniez au mouvement Europe Écologie Les Verts. Vous n'y êtes plus, mais maintenant vous êtes rentré au gouvernement. Quel bilan faites-vous de l'écologie de gouvernement, en fait, de votre expérience depuis 2012? En tant qu'écologiste. Voilà. Moi, j'ai voulu depuis 15 ans, et je crois y avoir un peu réussi jusqu'à la sortie du gouvernement de Cécile Duflot, à essayer d'organiser une écologie responsable, une écologie pragmatique, une écologie réaliste, une écologie du pouvoir d'ailleurs, hein, de l'action. De faire en sorte qu'on assume les difficultés du pouvoir, c'est-à-dire tout à la fois trouver des partenaires, trouver des alliances, et pas seulement d'ailleurs sur le plan politique, ça veut dire aussi avec les entreprises, avec les ONG, avec les citoyens, pour faire avancer des projets, et pour ne pas seulement être dans la culture protestataire, même si c'est important qu'il y ait des manifestations à Notre-Dame-des-Landes ou qu'il y ait des manifestations sur le trajet du Lyon-Turin. Moi, je les soutiens. Je sais ce que je suis écologiste, et je suis extrêmement attentif à l'équilibre, pour le coup, de la protection de l'environnement et de la nature et de la biodiversité avec le développement économique. Et c'est toujours ce que j'ai porté. C'est-à-dire que l'un ne peut pas se faire au détriment de l'autre, et je pense d'ailleurs que la force de l'idée écologique aujourd'hui, c'est ce que je porte avec mes amis, l'écologie entrepreneuriale, c'est-à-dire que la conciliation de l'écologie et de l'économie. Et aussi de la culture protestataire qui est importante, parce que c'est bien de ne pas être dans le système et de toujours tout valider, et c'est l'exercice des responsabilités. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, d'ailleurs, quelque part, peut-être est-ce une forme d'échec, hein, depuis 18 mois, j'en ai tiré les conséquences. Je suis parti, vous l'avez rappelé, d'Europe Écologie Les Verts, et aujourd'hui, je suis à la tête de l'UDE, l'Union des démocrates et des écologistes, dont je suis le président, avec justement l'idée de consolider cette écologie de la responsabilité, cette écologie entrepreneuriale. Et que voulez-vous, ça me rend un peu triste, parce que quand on a passé autant d'années comme moi pour justement essayer de responsabiliser une culture politique du camp écologiste, et que je les revois quasiment repartir un petit peu comme ils étaient il y a 12-15 ans quand je suis arrivé, ça me rend triste que de les voir se mélanchoniser, de se cégétiser, parce que franchement aujourd'hui, ce que raconte ELV sur le plan économique par exemple, et ce que raconte Mélenchon, c'est pareil. D'ailleurs, il devrait plutôt même adhérer chez Mélenchon, parce que manifestement, il a plus d'audience aujourd'hui que les Verts. C'est triste, mais c'est comme ça. Une question de Romain Mazneau de RCF. Vous préparez le POG, je crois que c'est comme ça qu'on dit. PGO. PGO, c'est le partenariat pour un gouvernement ouvert. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ça va se tenir en décembre à Paris. 7, 8 et 9 décembre. Voilà, c'est pour promouvoir l'éthique et la transparence. Oui. Est-ce que c'est pas un machin supplémentaire, comme dirait l'autre? Non, alors c'est un très beau projet. J'ai une chance extraordinaire, c'est d'en être le représentant français, parce que nous, c'est un partenariat, bon, je ne sais pas, parce que c'est son
son papa est glorieux, que c'est formidable, mais c'est tout de même bien. C'est Barack Obama qui a lancé ce partenariat en 2011 parce que les Américains voulaient, notamment par l'ouverture des informations, des données, l'open data comme on dit, essayer de peser sur la transparence, sur l'éthique, sur la lutte contre la corruption, la lutte contre les évasions fiscales. Donc vous voyez, c'est comme un beau projet. Et par ailleurs, ça a été enrichi par 70 pays. Il y a aujourd'hui 70 pays dans ce partenariat, des centaines d'ONG mondiales qui travaillent sur tous les sujets, bien sûr la démocratie, mais aussi l'écologie, le social, ça se traduit par un l'économie. texte juridiquement contraignant Alors, en fait, c'est une autre stratégie que la COP et la COP 21 notamment. C'est l'idée, c'est de faire partager des bonnes pratiques, en particulier sur la concertation, sur le débat, sur l'ouverture des données, sur le fait qu'on intéresse chacune des citoyens et citoyennes à la discussion publique. Ouais, comme je le dis, par rapport aux objectifs et par rapport à la méthodologie, c'est une forme de réponse tout à la fois à Panama Papers et à Nuit debout. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une soif de démocratie dans notre pays, dans le monde, et cette initiative, je pense, est très forte et a vocation à inventer une nouvelle façon de faire de la politique. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? C'est très très simple. C'est que, en fait, on se dit, mais ça veut dire quoi l'ouverture des données, la démocratie, la concertation, c'est du blabla. Je vous donne un exemple très simple. Je vais avoir le grand honneur donc, de représenter la France dans la présidence, parce que nous allons présider à partir du 20 septembre. Il y a une assemblée à New York dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU. Et nous avons un partenariat, une coprésidence avec une ONG qui s'appelle WRI, World Resources Institute. Cet institut qui est basé à Washington est la plus grande ONG sur les données environnementales. Et il recense toutes les bonnes pratiques environnementales. Je vous donne un exemple, la politique des déchets. Il recense les données qui proviennent des États et il consolide les données qui viennent des citoyens. Alors évidemment, incontestablement, c'est plutôt des citoyens informés qui sont plutôt dans le numérique, bien sûr. Donc il faut éviter de faire un décalage démocratique entre ceux qui sont sachants du numérique et ceux qui ne le sont pas. Donc il faut faire attention à ça et on y veille. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette consolidation sur les déchets, pour un pays comme la France, ça permet de voir quelle est la réalité de l'ensemble des pratiques de l'État, des entreprises, des citoyens sur la politique de déchets, de l'évaluer et de voir si on ne peut pas, y compris faire une loi qu'on coélabore ou de faire des propositions réglementaires. Donc vous voyez, sur chacun des sujets, je pourrais vous dire la même chose sur les données de santé, qui par ailleurs, et c'est très intéressant parce que je sais qu'on est attaché à ces questions ici d'éthique sur... L'éthique médicale. Exactement, sur l'éthique médicale. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, sur la diffusion des données de santé. Parce qu'il y a parfois une contradiction entre le fait de protéger les données personnelles et de pouvoir y compris les diffuser. Par exemple, vous êtes à l'étranger, vous avez une carte sur laquelle il y a toute votre mémoire de santé. Le médecin qui n'est pas votre médecin traitant, vous êtes dans une urgence difficile pour vous, paf, avec cette carte-là, les données étant sur la carte, on pourrait vous soigner plus vite. Et donc, on voit qu'il y a un équilibre entre la question de la protection de la donnée et la question de l'efficacité du service. Et voilà, ça pose énormément de questions, ce sujet, et franchement, vous le voyez, d'ailleurs, c'est quelque chose qui me passionne, et je suis très heureux que ça soit dans mon portefeuille ministériel. Merci de cette passion. Et ça nous permet aussi de marquer une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens avec vous, Jean-Vincent Placé. On se retrouve dans un très court instant pour parler peut-être un peu de politique politicienne de la présidentielle. À tout de suite. Troisième partie de ce Face aux chrétiens avec Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Il est interrogé par Corinne Laurent de La Croix, par Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors, Monsieur Placé, on va parler un peu de la présidentielle, la prochaine présidentielle, grande échéance. Parle de ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'il faut un écologiste? Est-ce qu'il faut que la parole écologiste soit représentée dans une élection présidentielle? Si oui, par qui? Il faut qu'on parle d'écologie, parce que le sujet est essentiel, et moi je suis tout à la fois très content de la réussite exceptionnelle de la COP 21, de la réussite
de cette conférence sur le climat, parce qu'on dit sur COP21, mais excusez-moi de vous dire que malheureusement, et ça c'est mon bémol, les Françaises et les Français peut-être ne sont pas assez sensibilisés sur la question du dérèglement climatique, sur la question des ressources naturelles, sur la question de la protection de la planète. Et quelque part, franchement, je trouve que, bon, je ne parle même pas des Verts, mais je trouve qu'on ne valide pas assez dans notre pays cette réussite exceptionnelle. Enfin, moi, la chance, on vient de parler du partenariat pour le gouvernement ouvert, de représenter cela donc, pour la France. Et donc, j'ai quelques déplacements à l'étranger. Mais à chaque fois, quasiment à chaque fois qu'on parle de la France, on salue la réussite exceptionnelle du président de la République et du président de la République sur ce sujet, qui a saisi la question et qui a réussi à faire en sorte que les 190 pays signent cet accord contraignant, on vient d'en parler, sur la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. C'est tout de même fabuleux. C'est revenons à la question sur une candidature à la présidentielle. Et donc, à l'élection présidentielle, il y en a toujours moi, ce que je une. souhaite, c'est que, d'une part, on mette en perspective cet accord, et d'autre part, on parle de ce qu'il faut faire en France, parce que, pour le coup, comme l'accord est contraignant, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il faut faire sur la transition énergétique, sur les circulations, sur la rénovation thermique des bâtiments, sur l'agriculture biologique. Donc, je souhaite que ce soit des débats qui soient présents pour les Françaises et les Français dans la présidentielle, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on va se dire les choses, ce serait peut-être intéressant si on était, par exemple, en situation comme en Autriche, d'avoir un écologiste qui puisse être président, d'avoir un candidat. Mais là, franchement, la candidature de témoignage, et notamment des candidatures très faibles sur le plan numérique, et le fait d'être, y compris marginal, à représenter une écologie essentiellement protestataire et d'extrême gauche, comme sont devenus les Verts, je le dis très très clairement. Ça veut dire que toutes les candidatures écologistes par le passé n'étaient pas légitimes, puisque vous dites finalement ça n'a de sens que si on devient président à la fin. Moi, je tire les leçons des échecs. Et je vais être très franc, j'étais le comité de soutien de la candidature d'Eva Joly. J'ai fait une énorme erreur, je ne vais pas recommencer. Voilà, je le dis très clairement. Et je pense que cette candidature n'a pas été utile pour l'écologie. La preuve, dans les premières années du quinquennat, j'ai eu l'occasion de m'exprimer et je n'ai pas un mot à retirer. On ne peut pas dire que ça nous ait créé une dynamique politique après cette candidature de Mme Joly pour parler d'écologie dans notre pays. Donc franchement, moi je suis guéri de tout ça. Et si c'est pour commencer une histoire à 1 ou 2%, qui n'a aucun intérêt à part le témoignage et de démontrer que c'est plutôt peu perçu dans l'opinion, alors que je pense justement que l'écologie doit être partagée par l'essentiel des forces politiques, avec les clivages qui sont aussi la droite, la gauche, même si je pense aujourd'hui que ça s'estompe totalement. Moi je souhaite que l'écologie soit la plus partagée possible. Et je pense qu'aujourd'hui, celui qui porte ça, c'est le président de la République. Et je me permets de saluer l'action de ma collègue Ségolène Royal. Je suis désolé de vous dire aujourd'hui que quand je vois son engagement, d'ailleurs je ne suis pas désolé, je suis très content, sur les perturbateurs endocriniens, que c'est elle qui mène ce débat-là au niveau européen, avec les pays scandinaves. La France jamais ne s'était mêlée de cette contestation sur les perturbateurs endocriniens, et ça c'est extrêmement important. Moi je suis père de famille, je peux vous dire que c'est un sujet majeur de la santé environnement pas seulement de nos enfants, mais des uns et des autres. Et donc sur tous ces sujets-là, sur l'agriculture biologique, aujourd'hui Stéphane Le Foll est extrêmement engagé, Emmanuel Cos a mis des crédits, plusieurs centaines de millions d'euros sur la rénovation thermique des bâtiments, sur l'isolation, pour faire en sorte que justement on économise, y compris d'ailleurs pour le portefeuille des Français, sur la question énergétique. Et la loi sur la biodiversité, elle est là, qui est portée par Barbara Pompili. Donc, vous voyez, je pourrais pendant des heures vous valoriser le bilan écologique du gouvernement parce qu'il est bon, parce que je vois que la droite ne s'intéresse pas à cette question. Au contraire, plus ça va, plus sont libéraux, plus sont productivistes, et que les Verts se sont repliés dans une situation où ils ne sont pas utiles au pays. Alors une question pour prolonger de Corinne Laurent de La Croix. Oui, est-ce qu'une candidature qui ne serait pas protestataire et serait appréciée de nombreux Français, comme celle de Nicolas Hulot, vous ferait changer d'avis ? Non, parce que Nicolas Hulot, qui est quelqu'un d'exceptionnel, lui d'ailleurs est la démonstration même que quand il y a l'alliance justement avec
les associatifs. C'est plutôt tout de même un associatif qu'un politique. C'est pas péjoratif, bien sûr, dans ma façon de dire. Et quand il y a l'alliance entre les ONG, les associatifs et le politique, on réussit des belles choses. La preuve, c'était lui qui était l'envoyé spécial du président de la République pour la COP21. Et je pense que Nicolas a été vraiment un des éléments fédérateurs, dynamiques, y compris d'ailleurs dans la démocratie citoyenne que j'invoque dans le partenariat pour un gouvernement ouvert. Et je crois que son utilité est plutôt là. Et puis je ne vous cache pas, évidemment, que ça nous ferait plaisir qu'il soutienne le président de la République, qu'il l'a soutenu aussi dans son action. Donc je pense que c'est ce qui serait le plus utile. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Donc pour vous, c'est bien clair, c'est François Hollande, le candidat naturel, même avec des sondages catastrophiques? Les sondages nous préoccupent. Moi, je ne dis pas on s'en moque, parce que c'est généralement, pour le coup, responsable politique, quand les sondages sont bons, est très content, et quand les sondages sont mauvais, il dit non, mais ça ne représente rien. Bon, voilà, moi je dis que c'est préoccupant, bien sûr, à un an de l'élection présidentielle. Mais je dis aussi que de Valéry Giscard d'Estaing à Raymond Barre, à Balladur, à Delors, à Jospin, à d'autres pour le dernier scrutin, tous ceux qui étaient hauts dans les sondages à un an avant ont tous perdu. Voilà, je ne veux pas porter la poisse à M. Juppé, mais c'est une réalité. Donc, par ailleurs, nous, on ne joue pas au PMU. Par ailleurs, je n'ai rien contre ceux qui jouent au PMU, mais nous, on ne fait pas des pronostics. Voilà, moi, je suis dans le combat politique, je suis dans le soutien au gouvernement, je suis dans le soutien au président de la République, et je pense que c'est le meilleur pour rassembler notre camp. Romain Masneau, RCF. Sur quel thème, selon vous, va se jouer la présidentielle? Est-ce que ce sera le chômage encore et toujours? Est-ce que ce sera les questions régaliennes, sécurité, immigration, identité? Et dans ce dernier cas, comment François Hollande peut faire la différence et devancer la droite et le Front National? Un peu tout ce que vous venez de dire, et puis je ne veux pas, et j'espère que vous me réinviterez en décembre prochain, et auquel cas on développera sur le sujet de la campagne, mais nous on n'y est pas, nous on gouverne, le président gouverne. Nous avons donc ces différents textes de loi qui sont devant nous, nous avons la sécurité des Français, nous avons l'économie, permettez-moi de le vous dire aussi. Oui, ça va mieux, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'ensemble des organismes internationaux au-delà des économiques. chiffres de prévision économique, ça, on voit bien que l'identité tient, en tout cas à droite, déjà, on voit que c'est un thème très important. Est-ce que j'entends et je ne vais pas fuir la question, mais je vous le dis quand même, parce que la situation économique est meilleure malgré les crises actuelles, malgré les grèves actuelles, et puis même la confiance des Français aujourd'hui repart. La consommation des ménages repart. Je ne sais pas si vous consommez plus ou si vous investissez plus, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, les marges de manœuvre des entreprises se sont restaurées et la croissance repart. Voilà, c'est pas nous qui le disons, c'est que la croissance repart. Alors après, on peut dire c'est grâce à la situation internationale. Ok, j'ai compris que quand il y avait du chômage, c'était à cause du président, et quand ça repart, c'est grâce à la situation internationale. Bon, ça, c'est très français. Mais la baisse du chômage de 2 mois consécutifs, ça ne s'était pas arrivé depuis 5 ans. Donc voilà, ça repart. Il faut consolider cela, il faut revenir en confiance. D'ailleurs, y compris pour notre tourisme, quand je vois ces grèves et ces manifestations, c'est quand même tout simplement lamentable, parce que l'Euro 2016, c'était l'événement le plus suivi dans le monde aujourd'hui. Et donc, quand on montre une vision de la France avec la casse d'il y a 2 jours, on nuit à la France, on nuit à notre tourisme, qui est en difficulté depuis les attentats. Donc voilà, il faut avoir, moi je le dis très clairement, une vision patriotique aujourd'hui dans notre pays. Et ça, on ne le porte pas suffisamment, on passe son temps à se plaindre, on est dans la déclinologie, et on devrait vanter ce pays qui est le plus beau pays du monde et qui est surtout la première destination touristique du monde. Tout le monde vient chez nous. Voilà, donc, et on pourrait d'ailleurs, y compris, leur sourire lorsqu'on les sert au restaurant ou ailleurs. Donc voyez-vous, c'est ça, la vision aussi que je pense on peut porter, c'est une forme d'optimisme plutôt que de se plaindre toujours dans un pays où les services publics sont magnifiques, les hôpitaux, l'éducation nationale, notre police, notre gendarmerie, etc. Enfin, on a la chance d'être dans ce pays. Moi, je voyage, j'étais au Liban, voilà, j'ai vu quasiment peut-être dans un pays qui est très difficile, qui a accueilli 1,5 million de migrants syriens, ils sont 4,5 millions les Libanais, et bien peut-être des gens qui se plaignent moins que dans notre pays. Donc voilà, il y a cette vision de l'optimisme français, de l'ambition pour notre pays que nous devons porter au-delà des questions d'identité ou des questions mortifères, des débats toujours déclinologues que je regrette vraiment beaucoup. Une question de Corinne Laurent de Lacroix. Oui, brièvement, est-ce que le président sortant devra se soumettre à une primaire
avant l'élection présidentielle s'il envisageait d'être candidat. Mais la primaire, j'étais hier avec Jean-Christophe Cambadélis. Nous sommes favorables à la primaire. On l'a fait la dernière fois, ça nous a plutôt bien réussi, et ce serait positif. Après, on nous a mis un moment dans le processus avec, d'ailleurs pas avec Jean-Luc Mélenchon, parce que tout de suite il a dit non, mais avec le Parti communiste, avec les Verts, avec les frondeurs. Et nous, dès qu'on a dit « Ah ben oui, nous, on est prêt à discuter de tout, mais on ne souhaite pas que les seuls qui soient exclus, ce soient ceux qui soutiennent le gouvernement, et surtout, on ne voudrait pas exclure le président de la République. » Après, les autres se sont dit, PCF, LV, d'autres, ils disent « Ah non, non, mais tout est possible, sauf le président de la République. » C'est pas une primaire, ça. Donc nous, si la primaire permet de débattre sur le fond, chacune des candidatures est légitime, et surtout, il faut le dire, que tout le monde soutienne celui qui a gagné. Enfin, voilà. Et donc on nous dit « Ah mais non, mais François Hollande, il pourrait gagner la primaire, donc nous, on ne veut pas de primaire. » Je dis, dans ce cas-là, c'est un autre processus, quoi. Non, mais franchement, nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Après, moi, je le dis très clairement, vu comment ça se passe, le dialogue avec l'extrême gauche et les Verts qui ne souhaitent pas donc, de cette primaire, c'est eux qui sont les responsables de cette division. Bon, voilà, on va pas faire un débat en décembre entre nous, en janvier, avec le président de la République. Enfin, vous voyez, la situation du pays, la situation internationale, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, un candidat Hollande qui se présenterait sans passer par la primaire. Voilà, moi, ma position, c'est président et candidat, moi je le souhaite et je soutiendrai. Et voilà. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Vous avez cité l'immigration tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui inquiète les Français quand même face à ce drame des migrants qui viennent du Proche-Orient. Est-ce que vous pensez que c'est un thème qui va marquer la campagne ? Bien sûr, ça va marquer parce que déjà, il y a une vision extraordinairement poujadiste de la droite républicaine. Et puis, je ne vous parle pas de l'extrême droite qui instrumentalise ce phénomène, y compris d'ailleurs dans des tonalités anti-musulmanes, qui, y compris dans la situation du terrorisme, essayent d'assimiler des terroristes ultra-radicalisés, djihadistes, issus d'un islam dévoyé, eh bien, essayent d'instrumentaliser ça par rapport à la religion musulmane qui est partagée de façon très pacifique, très naturelle. Voilà, moi je ne suis pas croyant, je ne suis pas musulman, mais je respecte éminemment l'ensemble des religions. C'est ça d'ailleurs qui fait la laïcité. Moi je suis profondément laïque et républicain. Je considère que chacun dans ce pays peut croire, qu'il soit musulman, catholique, juif, bouddhiste, même si eux disent que ce n'est pas vraiment une religion. Et qu'en revanche, tout cela se passe dans l'espace privé. Voilà, donc là-dessus, je suis extrêmement clair. Et ce qui me révolte aujourd'hui, c'est effectivement de voir cette espèce d'amalgame qu'on est en train de construire avec le terrorisme, les migrants, les musulmans, et ça m'inquiète beaucoup. Donc cette question de la communauté nationale, cette question, vous l'avez dit, pas d'identité, mais de ce qu'est la République, et bien de ce qui est la République d'accueil, de convivialité. Heureusement que nous avons eu ces vagues d'immigration depuis bien longtemps. Donc, y compris le débat migrant, enfin, je viens de le dire, par rapport au Liban, 4,5 millions d'habitants, 1,5 million de migrants syriens. En Jordanie, 700 000. En Turquie, 2 millions. Et nous, on aurait le débat de 20 000, 30 000. Voilà, ça n'a aucun sens. Une question de Romain Masneau de RCR. Est-ce que vous regrettez le renoncement de la gauche sur deux promesses emblématiques, la proportionnelle et le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui sont des arlésiennes de la gauche qui reviennent Oui. Le droit de vote des étrangers et la proportionnelle, ce sont des mesures qu'il faut faire les 6 premiers mois. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Écoutez, je vous rattache aux déclarations que j'ai pu faire les 6 premiers mois. Voilà. À savoir retrouver les documents. Moi, je pense qu'on aurait pu aller plus vite et plus fort sur des réformes de structure. Voilà. Parce que vous dites que vous voulez tendre la main à certaines personnalités de la droite, du centre.
On sait bien que le mode de scrutin aux législatives aujourd'hui cristallise la bipolarisation et rend difficile ce genre de partenariat. Je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas vous dire plus. Voilà. Moi, je suis pour la On va en proportionnelle. reparler pendant la campagne et on ne le fera pas pour les législatives qui suivent juste après. Ce sont des réformes de structure qu'il faut faire dans les 6 premiers mois d'un quinquennat. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire justement au moment d'ailleurs où il y avait la fameuse commission Jospin sur la réforme institutionnelle, la réforme de l'État également, et sur la proportionnelle. Voilà. Donc je n'ai pas un mot à retirer à ce que j'ai dit. En revanche, on ne va pas changer le mode de scrutin à 10 mois de la présidentielle. Ce ne serait pas convenable sur le plan démocratique. Merci beaucoup Jean-Vincent Placé de ses regrets aussi sur la manière de gouverner. Et nous marquons donc la fin de ce Face aux chrétiens pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Face aux chrétiens avec nos invités habituels, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF, et un nouvel invité. À bientôt.